Bienvenue sur GoCast. Aujourd'hui, on reçoit un vétéran de la cybersécurité avec plus de 25 ans d'expérience, passé par Desjardins, la STM, Banque nationale et bien d'autres. Expert en gouvernance et en gestion de risques, il a vu l'évolution du domaine depuis fort longtemps. Sébastien Lapointe, bienvenue sur le GoCast. Salut Sébastien, bienvenue au GoCast. Comment ça va? Hey, bonjour Julien, merci de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Un plaisir partagé. Dis-moi si tu pouvais juste te présenter, t'introduire, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu aimes, puis pourquoi c'est écrit cyberdéfense ici, parce que je suis sûr, j'aimerais ça en avoir un, moi aussi. En fait, vous commencez par ça. Cyberdéfense, c'était des chandails, des hoodies qu'on s'était fait faire quand j'étais chez Desjardins à l'époque, pendant la pandémie. Donc, qui sont verts, je le vois le vert ouais, aussi. on voit un peu le lien de référence. Donc, c'est ça, on a fait faire des beaux hoodies, puis nous avons envoyé ça. C'est une belle pensée. Moi, pour ma part, je suis en cybersécurité quasiment depuis le début de mon ère en informatique. Là. Ça fait 25-26 ans là, que je travaille en cybersécurité. J'ai travaillé là, chez... mon Dieu, j'ai fait du gouvernemental. J'ai commencé ma carrière. Là, je faisais de la crypto au gouvernement fédéral. Là, j'ai fait 5 ans de ça. Là, ça a été ma première école. Donc, je suis rentré Tes là mathématiques sont-tu très fortes? Hey, je suis pas fort, pas en tout en mathématiques. J'ai passé mes maths 536 ces fesses, là, puis avec du mentorat. Mais quand j'ai commencé à faire de la programmation, j'ai compris l'algèbre. Ça m'a pris une façon appliquée pour comprendre ça. Ben bref, moi, j'étais plus un côté créatif qu'un côté rationnel cartésien. Donc, j'ai étudié là, en web design. C'était le début, là, fin des années 90, là, les shopping baskets là, pour faire du commerce électronique. Donc, ça m'intéressait. Ouais. Je faisais tous les sites web pour des PME. Là. Donc, c'était un marché qui n'était pas très couvert. Donc, j'avais parti de ma petite compagnie, j'ai étudié là-dedans. Puis, le gouvernement m'avait engagé pour faire le site web de l'équipe de cybersécurité. Fait qu'en publiant leur contenu, je le lisais, puis je disais, hey, c'est intéressant la cybersécurité, puis je parlais avec des gens, puis finalement, j'ai appliqué ça à un poste. Là, on est il y a 20-25 ans, là? Ça, on parle en 2000, exactement en 2000. En 2000, pendant le Y2K, le bug dans 2000. Oui, les dot-com qui ont explosé, là. Puis, donc, après ces 5 ans-là, je suis déménagé à Montréal, parce que je te parle, j'étais dans la région de l'Outaouais C'est vrai, à OK. cette époque-là. Déménagé à Montréal, je me suis lancé en consultation. Donc, je travaillais avec CGI. Puis moi, mon but, c'était de faire plein de mandats, d'aller dans des grandes entreprises. Puis CGI m'a placé pour CGI. En fait, j'étais vraiment dans la branche de Cognicase. Il venait d'acheter Cognicase au 111 Doug dans le Vieux-Montréal. Oui. Super belle dynamique. J'ai eu du fun. Ils m'ont placé à la Banque nationale. Donc, je faisais des analyses de risque sur les projets d'architecture parce que CGI, ils développaient les solutions informatiques pour la banque. Le seul enjeu, c'est que moi, je voulais faire plein de clients. Puis là, quand le client t'aime, ben disons que CGI n'était pas nécessairement intéressé à m'envoyer ailleurs. Donc, Et tu changes de siège parce que tu es rentable ou fait qu'on veut te laisser là. ben, tu sais, quand ça va bien, client content, ben, là, Ouais. on veut pas nécessairement que ça change. Puis je comprends ça. Sauf que moi, j'avais d'autres objectifs, d'autres aspirations. J'ai fait après ça une autre année chez IBM LGS. Mais ça a été un peu la même chose. Les autres m'ont envoyé chez Desjardins en mandat. Puis, OK? quand j'ai voulu faire d'autres... Ils m'ont quand même donné des petits mandats à côté. Là, j'ai fait Rona, c'était le fun. Sauf que, principalement, ils disaient, ben, on aime ça quand t'es dans le siège chez Desjardins, tout le monde est content. C'était un peu du pareil au même. Fait que c'est moi là, qui ai peut-être manqué de jugement en pensant que ce serait complètement différent. Là, un LGS, IBM puis CGI, ça se ressemblait beaucoup. La vie de consultation, écoute, moi, j'ai fait ça aussi un bon 10 ans, je pense, chez CGI. Ça m'étonne. On s'est peut-être même déjà croisés sans le savoir. Peut-être. Ouais. C'était des petites équipes à cette époque-là, quand même, la sécurité. Là. Vrai. Puis, Desjardins, finalement, j'ai sauté avec là-dessus. J'ai tellement aimé l'environnement, puis je trouvais que c'était une belle école. J'ai appliqué sur un poste permanent. Ce qui est intéressant, c'est que je suis sorti des technologies. C'était un poste en risque opérationnel, donc dans la grande équipe de gestion intégrée des risques de Desjardins. On se trouvait à faire, nous, tout le volet sécurité de l'information pour les projets, mais pour les opérations aussi. Donc, ça m'a permis de comprendre tous les processus d'une institution financière. Ça a été c'était probablement une des plus belles écoles côté business, parce que là, je n'étais plus dans bits and bytes de la technologie. Là. Quoique, je suis issu de ce monde-là, j'aimais bien ça, mais là, je touchais vraiment je travaillais avec les gens d'affaires, j'ai trouvé ça particulièrement excitant. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, j'étais à la Banque nationale comme employé permanent pour développer une pratique de gestion des tiers. À ce moment-là, on commençait avec les enjeux de risque opérationnel puis les dépendances envers les tiers. Il y a 10 ans, en 2000, l'impartition commençait. Fait que là, on s'appuyait sur des impartiteurs pour se concentrer sur notre core business.
Mais là, les gens de risque opérationnel, à un moment donné, ils se sont réveillés puis ont dit, ben là, si nos fournisseurs, il arrivait quelque chose, puis demain matin, ils sont plus là, ou s'ils se font frapper par un incident, c'est quoi qui arrive? Fait que là, les processus de due diligence puis de gouvernance des fournisseurs ont pris de la maturité. Donc, je suis allé développer cette pratique-là à la Banque nationale. Donc, j'ai travaillé avec Robert Hamas. C'est là que j'ai rencontré Robert Hamas. C'est lui qui faisait ce rôle-là. On a eu bien du fun à développer ça. C'est il y a puis on avait une longtemps, belle là, gang. ça, quand même. Là, Ça, c'est 2012. Ma mémoire est bonne pour les... Si tu me demandes de te donner les années, là, je suis capable j'ai de la misère de te donner mon âge, mais je peux te dire en quelle année j'ai eu quelle expérience. Parce qu'après, il a fait Ratemans, lui, avant ou après, ou... Ratemans, je pense, c'était... Ben là, il faudrait demander à lui, mais je me souviens plus. Moi on quand l'invitera. On va l'inviter. C'est quelqu'un d'intéressant. Il est loin un peu, mais regarde, avec les technologies, on devrait être capable de oui. Surtout qu'il est rendu chez Lululemon, ça doit être excitant. Oui, c'est un super poste, ça. Bravo à Robert. Fait que après ça, j'ai eu mon premier poste de ciseaux à la STM en 2015. Ça, j'ai bien aimé ça. Là. Ça m'a permis de travailler. C'est tout ce que tu voulais? Ça faisait-tu partie de tes objectifs de carrière? Genre, je voudrais être ciseau éventuellement? Ou C'est une bonne question. J'avais pas nécessairement... Moi, j'avais pas des aspirations de gestion jusqu'à temps que ça me soit quasiment imposé à la Banque nationale. Là. Mon boss est parti, puis j'ai pris son poste de directeur d'une équipe. Puis là, je trouvais qu'on était trop... c'était vraiment pointu ce que j'avais à faire parce que des directeurs en sécurité à la Banque nationale, à cette époque-là, on devait être 7-8. Aujourd'hui, il y en a encore plus que ça. ouais, mais moi, je m'occupais de la première ligne de défense, les analyses de risque. Fait que je trouvais ça le fun, l'opportunité. Je pense que ça m'avait été... c'est quelqu'un qui avait levé la main, qui m'avait demandé si ça m'intéressait. Puis comme là, ça couvrait des opérations, la gouvernance, tout le volet tactique, je disais, moi y aller, ça peut être intéressant. Puis j'ai déjeuné avec le CIO de la STM, puis c'était un gars qui était de mon âge, super dynamique, il avait une belle vision. Il voyait loin, puis c'était important pour lui la sécurité. Donc, je me suis engagé dans le projet. Puis, je regrette c'est rien. des infrastructures assez excitantes en plus, là, la STM, tu as les trains, les métros. Exact. Moi, je connaissais rien dans ce volet-là. Je vais t'avouer que quand je suis rentré en poste, ce volet-là n'était pas sur notre gouverne. Toute la partie OT, puis les systèmes embarqués, c'est les ingénieurs qui étaient les maîtres d'œuvre là-dedans. Ça, t'étais-tu là quand il y a eu une faille à la STM quand même assez majeure? Là? Oui. Puis à ce moment-là, moi, mon patron était rendu responsable de toutes les technologies. il y a eu une évolution, il y a eu des réorganisations. Grâce à ça, tu veux dire? Non, c'est avant ça. Avant ça, le STM, on s'est réorganisé. Puis là, on a fusionné les TI puis les TO. Donc, les technologies opérationnelles, tout ce qui contrôle le métro. Puis ça a été tout un chantier, un grand apprentissage entre la philosophie, les façons de voir les choses des ingénieurs versus les informaticiens. C'est le fun parce que tu prends les forces de chacun, tu les mets ensemble, puis tu focalises sur les forces et non pas sur les différences. Je dirais que le premier défi, c'est de parler le même langage. Nous autres, on parle d'un procédé, nous autres, on parle d'un processus ou d'une procédure. Fait que là, tu te comprends pas, jusqu'à temps que tu te comprennes que là, c'est comme la lumière se fait, puis on est capable de travailler main dans la main puis faire avancer travailler pour une même cause. Mais c'est un sujet hyper d'actualité. Là. Le OT, ça prend l'ampleur dans les discussions de plus en plus, puis ça aurait dû il y a fort longtemps, là, on s'entend. C'était très obscur, hein? À l'époque, on ne parlait pas de ça. À moins que tu travaillais dans le manufacturier, là, moi, dans le financier, on n'en entendait pas parler. Là, le plus proche qu'on avait de systèmes obscurs, c'était les AS400 puis tous les systèmes de tenue de registre. Sinon, des systèmes embarqués, des choses comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais quand tu penses, tu as les villes, tu as les assainissements d'eau, il y en a là, du stock dans l'infrastructure critique. L'hydroélectricité, évidemment, tout à fait. L'énergie, mais comme tu dis, le monde manufacturier avec les transporteurs, les déplacements embouteillement, il y en a. Là. C'est des infrastructures qui sont hyper critiques en plus. Si ça tombe, là, les impacts sont multiples, sont d'une ampleur majeure. Effectivement. Nous, ce que ça nous a permis de faire, c'est de comprendre les ingénieurs, eux autres, ils jouent avec la vie des gens. Fait qu'ils tournent pas les coins ronds. Hein. Faire une analyse, là, ça peut être pas mal plus long. Nous autres, en TI, c'est le contraire. On fait l'analyse assez rapidement, puis après ça, c'est l'exécution qui s'étire un peu plus loin. Fait que quand tu mettais ça ensemble, les forces d'un puis de l'autre, ça nous a aidé vraiment là, à s'amener à un autre niveau. C'était un bel apprentissage de part et d'autre.
Puis oui, tu as parlé d'un incident, puis j'en ai parlé, je pense, déjà dans des conférences, etc. Ouais, c'est vrai, tu avais fait des use cases avec ça, c'est le fun, là. Oui, exact. La STM avait bien paru dans cet événement-là parce qu'on s'en était sorti premièrement avec un minimum d'impact. Il y a eu des coûts, veux pas, rattachés à ça. Mais le directeur général à cette époque-là avait vraiment fait preuve de transparence. Tu sais, la STM, lui, il disait souvent, la STM, on gère ça comme dans un bocal de poisson, là. Tout le monde nous regarde, les journalistes sont souvent sur le cas de la STM. Puis lui, il était très transparent, il expliquait ce qui se passait. Puis c'est tout le temps un couteau à deux tranchants quand tu fais ça, parce que là, si tu t'avances pour dire, tu réponds aux questions, tu penses que c'est ça, mais là, l'investigation est encore en cours. Puis finalement, tu te rends compte, finalement, oui, il y avait telles informations impliquées, puis ça touchait plus de systèmes qu'on pensait. Bref, ça peut te revenir, ça peut revenir jouer contre toi, mais en conclusion, ça avait bien ressorti, je pense que ça avait été apprécié, la transparence de la STM, puis qui ont voulu faire un partage en plus d'expérience par la suite. C'est surtout ça, vous en avez parlé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, comment les autres peuvent apprendre de ça, ce qui est souvent malheureusement malsain dans notre domaine. Il n'y a personne qui va aller dans les journaux en disant « J'ai une belle posture de cybersécurité ». Comme les journaux, ils courent après le feu, les inondations, etc. Fait que là, les métros sont paralysés, parlons-en. Qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct? Tous les matins, même maintenant, c'est dans le bulletin de journal à Cogeco, ils disent l'état des métros, à quel point ça intéresse les gens du Grand Montréal. Ouais. Mais donc ça avait été, je pense que c'était une belle façon de gérer la crise pour la STM. Mais je te dis pas que toutes les entreprises devraient prendre exemple, des entreprises publiques qui ont des réglementations, puis ils ont des procédures à suivre. Puis chacun a sa réalité, je pense. Contextualiser, effectivement. Au même titre que payer ou pas payer la rançon. Là, à un moment donné, ça peut être un débat philosophique pour lequel il n'y a pas nécessairement de bonne réponse. Dans toutes les trade shows, il y a tout le temps quelqu'un qui part la discussion. Moi, j'adore ça, parce que dans des formations, on l'explique, on paye ou on paye pas. Ça dépend. Tu payes, tu nourris la bête, tu montres le système, il fonctionne, mais en même temps, tu es un responsable d'une compagnie. Tu ne veux pas faire faillite non plus. Mais non. Puis tu as le risque que tu payes puis que la clé que tu reçois ne déchiffre pas les données. C'est un risque. Double extorsion, tu payes, tu as la clé, puis tes données qui sont sur le dark web. Exactement. Ouais. Je connais pas beaucoup d'entreprises où c'est arrivé, par contre, qu'ils n'ont pas reçu la clé. Il y a des fois où le recouvrement s'est pas fait de façon très, très smooth. Mais en général, pour que le modèle d'affaires, parce que c'est un modèle d'affaires, là, on ne se le cachera pas, pour qu'il fonctionne, à un moment donné, il faut que les gens soient... Absolument. Tu as vu, il y a des rassemblements de manufacturiers maintenant comme nomoreransom.com qui vont aller publier les clés qui ont déjà été utilisées selon du malware connu. C'est le fun que le monde se... Tu sais, tantôt, tu parlais de partage, mais c'est ça qui fait que notre milieu avance, notre communauté grandit, c'est que le monde échange d'informations, puisque de l'autre côté, tu l'as dit, c'est des organisations organisées. Ils échangent d'informations entre eux autres pour nous attaquer. Il faut faire la même chose de notre côté. Puis je pense que la plupart des organisations aujourd'hui, dans leur processus de gestion d'incidents, de recouvrement contre un ransomware, on va aller voir si les clés existent déjà, si elles ont été publiées. Là. Que tu le fasses à l'interne par toi-même ou que tu te fasses aider par des compagnies comme vous autres pour venir aider pendant l'incident, là, ça fait partie du protocole d'aller voir la clé existe avant de se mettre à payer, puis avant même de tester ses backups. Adversaire, est-ce qu'il y a tendance à donner des clés qui fonctionnent? Est-ce que, tu sais, quel type de contre qui tu te bats? Comprendre exact. Tu te défends. Je pense que les ransomware, ça fait quasiment 10 ans maintenant là, que c'est un fléau. Un fléau, oui, là, que c'est une attaque qui existe. Donc, on a aussi appris de ça, puis on a évolué. Malgré que ces attaques-là évoluent aussi, puis c'est tout le temps le jeu du chat et de la souris. Là. Mais là, 25 ans, Sébastien, on n'est même pas arrivé encore en temps réel. Là. Non, tout à fait. Il m'a dit, c'est passionnant, la cybersécurité. Ben oui, vraiment. J'adore ça, moi. Entendre parler de gens d'expérience comme toi, là, ça permet de replacer aussi puis d'expliquer aux autres à quel point tu en as vu puis tu en as fait des affaires pour arriver où tu es. Parce que je fais une petite parenthèse, mais tu sais, on voit passer des fois sur Internet « Devenez un expert en cybersécurité en 3 mois. » Je suis comme moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je ne me considère pas un expert. Toi, ça fait 25 ans que tu es là-dedans. Je pense pas que tu as tout appris ce que tu as appris en 3 mois. Non, puis je me considère pas un expert non plus. Là, je suis un généraliste, là, ça c'est certain. Puis, tu sais, chacun peut trouver son créneau. Là. Il y en a... Il n'y a pas il y a pas un path. Non, le but, c'est pas de devenir ciseau nécessairement pour tout le monde.
Il y en a qui vont se spécialiser à développer une expertise, puis ça en prend, là. Tu sais, ça te prend des gens qui font juste de la réponse aux incidents, tu as besoin des gens qui font de la spécialité. La gestion des vulnérabilités, c'est rendu un poste. Tu as des postes maintenant de spécialistes en gestion des vulnérabilités. On ne verrait pas ça il y a 10 ans. Fait que tu as des expertises qui se développent, puis c'est tout dans le but de monter le niveau de maturité là, des organisations en cybersécurité. Fait que oui, je te dirais que c'est probablement l'highlight de ma carrière, là, cette attaque-là de ransomware. Là. C'est pour ça que je suis capable, je pourrais t'en parler, on pourrait faire le podcast là-dessus, mais j'en ai déjà parlé amplement. Je te dirais que moi, la plus grande leçon que j'ai retenue là-dedans, c'est la nécessité d'avoir des canaux de communication qui soient clairs, parce que dans ce temps-là, tout le monde, ça tire de tout bord, de tout côté. Tu veux quand même contrôler le message, puis surtout, tu vas avoir un plan de match, que tout le monde soit sur le même plan de match. L'exécution est incroyablement importante là, dans un contexte. Si tu ne suis pas toujours le plan de match, il faut que tu en ailles un. C'est Napoléon. Oui, c'est ça. Puis tu peux l'adapter, mais à un moment donné, il faut que les gens sachent où ils s'en vont. Puis je te dirais aussi la résilience humaine. Ça, j'en ai parlé. Là. C'est difficile là, quand. Tu sais, je prends l'analogie. Je me suis déjà fait voler chez nous pendant que j'étais dans la maison. Je jouais de la guitare dans ma chambre, puis il y a un gars qui est venu voler dans mon salon. Puis, tu sais, le feeling de se sentir. C'est une violation. Tu sais, j'ai senti la même chose quand on s'est fait attaquer. Tu te fais attaquer ton organisation, ça crée du stress sur tout le monde, les équipes travaillent jour et nuit. Tu sais, j'ai trouvé ça frustrant, j'ai trouvé ça difficile, honnêtement. Autant que ça a été le fun. J'ai du monde dans mes équipes qui ont trouvé ça le fun et qui auraient voulu vivre ça toutes les semaines. L'adrénaline, oui. Il y en a qui marchent là-dessus. Ouais. Parfait, t'as un profil pour faire de la réponse aux incidents. Moi, j'ai trouvé ça le fun, mais je ne vivrais pas ça toutes les semaines. Je n'irais pas travailler moi, dans une équipe qui fait de la réponse aux incidents parce que c'est un niveau de stress qui est... Pour moi, c'est trop. Là. Je ne vivrais pas... Nous, on en a une équipe qui fait ça. Là. Ils ont des on fait tout le temps des blagues. Là. Ils ont des sleeping bags en dessous de leur bureau. Là. Dans le sens où ton nombre d'heures de sommeil, c'est aussi impactant qu'un enfant. Là, fait que c'est fait, puis je le croirais. Mais quand je suis sorti de la STM, c'était pendant la pandémie, puis je te dirais principalement, on avait moins de budget. Ben, on connaît l'histoire de la STM, le sous-financement. Ça a toujours été sous-financé. Là. Et puis là, en plus, avec la pandémie, ben là, les revenus ne rentraient plus. Une bonne partie des revenus de la STM, c'est la perception des titres, etc. Et là, les gens, évidemment, dans le contexte, se déplaçaient plus dans le métro et dans les autobus. Donc, moi, ça me posait j'ai pris la décision de faire autre chose. Je suis allé chez Desjardins. Il avait créé des postes de biseau. Donc, un biseau, dans le fond, c'est le ciseau de... Tu sais, Desjardins, c'est comme plein d'organisations dans une grande organisation. Tu as l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages, tu as le bancaire particulier, en tout cas, bref. Et puis, je me suis rendu dans ce poste-là comme biseau DTI. Ça me donnait un peu la chance de travailler avec le comité de gestion des TI chez Desjardins. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de sous, ils ont des gros projets. Je trouvais que c'était un beau défi, voir ce nouveau rôle-là. Mais finalement, ça s'est pas développé comme ce que je m'attendais. Puis, j'ai eu une opportunité, je n'étais pas nécessairement à la recherche, mais quelqu'un est venu me parler de Lyon Électrique. Je connaissais pas beaucoup Lyon, mais on me disait, en faisant des recherches, en parlant avec du monde, on me disait c'est le prochain grand joyau du Québec, c'est comme un bombardier. Puis avec l'électrification qu'il y avait le vent d'un voile, je me suis dit, hey, je veux participer à ça. En plus, on pourrait échanger sur les batteries, puis ces technologies vertes-là, sont-elles aussi vertes qu'on pense? Peu importe, c'était pas ça. À cette époque-là, je me disais, la cause est bonne. Il me semble c'est sûr que tu as autant de visibilité sur un dossier comme ça qui est d'actualité. La fenêtre était parfaite. Je te comprends. Là, c'est exact. Ça, on n'était pas où on est aujourd'hui avec Nordvolt, puis en tout cas, bref. Puis le nouveau gouvernement américain qui se met en place, qui ont une vision peut-être un peu différente des choses. Mais bref, je suis rentré là, puis on m'avait dit Sébastien, on a besoin que tu viennes nous monter une équipe de sécurité parce que là, il y a de l'OT aussi, c'est du manufacturier. On est en train de bâtir une usine à batterie à Saint-Jérôme. On bâtissait une usine pour bâtir nos camions aux États-Unis, dans l'Illinois. Et donc, je me suis dit, wow, ça va être incroyable. Puis quand je suis arrivé à chaque semaine, on recevait le courriel des nouveaux employés. Il rentrait 10 employés à chaque semaine. Je me suis dit, wow, OK, c'est la croissance dans le tapis. Puis on dirait que ça s'est essoufflé assez rapidement. Là. J'ai vu après 6 mois, 1 an que, mon Dieu, on a des défis. Parce qu'on est allé trop vite dans les investissements. Je pense que mon équipe qui était supposée être une dizaine de personnes, finalement, j'avais engagé une seule ressource.
Puis on avait des défis. À un moment donné, j'ai regardé ça avec un peu de recul, puis je me suis dit, Colin, s'il arrivait quelque chose, un incident, puis c'est parce qu'on a été sous-subventionné, sous-financé, pardon, puis qu'on se fait frapper, mais c'est quand même mon nom, puis c'est moi qui est responsable. Puis je trouvais que le contexte n'était plus aussi gagnant que je le croyais. Donc, j'ai pris la décision de quitter, puis depuis que j'ai quitté, ça a été de mal en pire. Là, donc, Dégringolade, hein, ouais. ouais, Effectivement, puis c'est malheureux parce que je connais beaucoup de gens qui avaient qui y croyaient, puis qui ont investi. Donc, c'est Ben pas, oui. Ben oui, il y avait c'est un pas une belle article histoire. super intéressant sur LinkedIn. Ben, c'est un article. Quelqu'un qui a commenté en disant, tu sais, voici ce que vous ne savez pas de Lion Électrique. Là, du genre, vous allez lire dans les journaux la dégringolade, mais il y a des vies de gens qui ont des emplois, qui ont investi du Exact. temps. Puis c'est tellement vrai. Le côté humain, ben oui, on l'oublie, hein. On l'oublie malheureusement. Puis, tu sais, je m'embarquerai pas dans. Je sais pas comment ça a été géré pour qu'on se ramasse là, mais je pense que c'est plein. C'est plein d'événements là, qui ont peut-être pas aidé Lion Électrique, malheureusement. Puis Mhm. on est où on est aujourd'hui. Et je me suis lancé à mon compte. Quand j'ai quitté Lyon, j'ai dit, bon, ben là, tu sais, j'ai fait 1 an et demi chez Desjardins, 1 an et demi chez Lyon. J'ai dit, ben, c'est peut-être mieux d'aller à mon compte puis être capable d'aller aider le plus d'organisations possible. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que je ne regrette pas. J'ai du fun. C'était un plan que j'avais d'être à mon compte en fin de carrière. Mais tu sais, je me disais plus près de la retraite. Mais là, à 48 ans, je suis pas encore proche de ma retraite. Mais j'ai devancé un petit peu mes plans. Là, dans le fond, tu offres tes services de consultation. T'es-tu spécialisé en un sujet en particulier ou parce que tantôt, tu disais que tu étais Non. généraliste et capable d'adresser bien des affaires de par ton parcours, là, je comprends bien? Moi, je pense que où j'ai le plus de valeur, c'est dans tout ce qui est la gouvernance. Puis, tu sais, j'ai un profil généraliste. Donc là, présentement, j'aide des différents projets au Fonds de solidarité FTQ. Je travaille, j'accompagne les projets, puis m'assurer que les risques de cybersécurité sont pris tôt en compte dans le projet pour être capable de mettre en place les Une mesures. organisation Puis, mature, en plus, hein, FTQ. ben, ils ont un super ciseau là-bas. En fait, c'est une des belles équipes que j'ai vues dans ma carrière, là. Mhm. Je vais te dire, sont très, très matures parce que les autres, quand ils se comparent, quand ils se benchmark, ils se comparent avec les banques, les institutions financières qui sont beaucoup plus grosses, qui ont beaucoup plus de budget. Mais Mhm. me dire, ils tiennent pas mal leur bout. Ils sont pas mal up to par sur les pratiques des grandes banques là, pour avoir vu ce qui se faisait ailleurs, là. Mais ils ont un bon leadership. Ils ont un très bon leadership là-bas. Puis ils ont une culture, là, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est Ouais, très, 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 très humain. Il faut ça dire fait une que différence. Ouais, oui. on parle quand même une culture. Ben, je ne veux pas dire que c'est une culture syndicaliste, mais c'est quand même à la base au service au service des gens. Ça fait que l'humain est au cœur là, de toute Ouais. leur culture. Fait que c'est le fun. Puis on est traité comme consultant là-bas, tu es traité comme une ressource à part entière, là. Tu te sens pas comme. Fait que j'ai bien du fun. Je me vois même pas partir de là à moins qu'eux autres ils montent la porte parce que c'est une bonne pratique aussi des fois de rouler tes consultants là, parce que c'est pas des ressources permanentes. Ouais. Mais là, ça fait 1 an et demi que je suis là, puis je me plais bien, là. Hey, Sébastien, je vois le temps filer. On a trop de fun. On a Mhm. dépassé mon classique 15 minutes. J'ai une question pour toi avant qu'on se laisse. Dis-moi si tu pouvais revenir dans le temps il y a 25 ans puis parler avec Sébastien. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme advice, comme conseil pour son futur, sa carrière en général? Là? Je dirais d'investir dans Apple, dans Microsoft, acheter un peu de C'est crypto. ça. Non, non. C'est ça. Par sa part, je pense qu'il faut trouver rapidement ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse. Parce que quand tu as ça, le reste, ça vient tellement plus facilement. La motivation, l'intérêt d'en faire un peu plus puis d'aller plus loin. Puis le domaine de cybersécurité, c'est sûr que on se trompait pas, là. À cette époque-là, je le savais pas, mais Hey, je c'est pense drôle. que Moi, on m'a déconseillé à l'époque d'aller là-dedans. Moi, c'est il y a 20 ans. Tu as 5 ans de plus que ouais. moi, mais c'est la virtualisation. Julien, va dans la virtualisation. C'est ça le futur. OK? Ouais, mais là, c'est parce que tu me demandes ce que je dirais avec mes yeux d'aujourd'hui, Oui, sachant ce que je sais, oui. c'est facile. Tu sais, c'est très facile. Puis moi non plus, les gens me parlaient pas de cybersécurité, mais juste le fait que j'étais en informatique, tu sais, moi, mon père il me dit, ah, c'est un bon domaine. Que ce soit la cybersécurité ou pas, lui, l'informatique, puis tu sais, je pense qu'on s'est pas trompé. Puis, Effectivement. avec les enjeux d'IA qu'on connaît aujourd'hui, ben, je pense que la cybersécurité va toujours avoir sa place. L'IA va aider, comme qu'elle va aider les menaces à se raffiner et à aller plus Ben vite. oui.
Mais je pense que Et puis c'est quand un tu domaine penses, qui... là, le globe terrestre, c'est pas illuminé d'Internet encore au complet. Là. C'est pas tous les êtres humains qui ont un ordinateur encore. Tu Non, sais, tout à tout le fait. temps en blague, mais le futur n'est pas arrivé partout égal. Là. Tu sais, Non, oui, il y a des exact. voitures qui se conduisent tout seules à San Francisco, mais c'est pas rendu au Québec encore, puis c'est encore moins rendu en Éthiopie. Là, je dis ça, mais le Kazakhstan, il y a plein des places où c'est pas arrivé. Fait que non, Non, t'as c'est bien raison. T'as bien raison. Je pense que c'est un domaine... on est dans un bon domaine, mais tu sais, au bout de la ligne, ce qui compte, c'est d'être motivé, d'être intéressé, travailler fort, puis les gens... je pense que les gens vont être heureux, puis peut-être vont faire une carrière de 25 ans en cybersécurité. ben oui. Hey Sébastien, ça a été un immense plaisir de te recevoir. Plein de points vraiment pertinents. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Puis merci encore d'être venu. Ben, merci pour vous autres, pour l'invitation, Julien, puis au plaisir de se revoir peut-être en personne bientôt. Absolument. Salut, mon cher.